Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre rendez-vous mensuel, Procure en parle. Alors, comme à l'habitude, si vous avez des questions, il suffit de les poser en cliquant sur l'icône QA en bas de votre barre d'outils. Notre invitée aujourd'hui, eh bien, vous la connaissez certainement, car elle est un peu partout sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les journaux, les magazines depuis plusieurs années. Elle a 14 publications à son actif, un site web qui regorge d'informations, de trucs, astuces, des repas prêts à manger qui peuvent être livrés à votre domicile, toute une équipe dynamique qui travaille avec elle. Alors, il s'agit d'Isabelle Huot, docteur en nutrition, et ça nous fait vraiment plaisir de l'accueillir à nouveau sur cette plateforme. Alors, Isabelle, bonjour et bienvenue. Bon midi, Marie-Christine. J'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'on a déjà 15 participants. Tout le monde est bienvenu. J'espère avoir beaucoup de questions. Très bien. Écoute, on va aborder effectivement là, la nutrition en saison estivale. Alors, qu'est-ce qu'on fait en période de canicule, les barbecues, puis etc. Mais avant, sachant que vous avez des cliniques de nutrition, j'étais Oui. curieuse de savoir quels ont été les motifs de consultation après 3 mois de confinement. Bien, j'avoue, Marie-Christine, que beaucoup m'ont confié avoir gagné beaucoup de poids durant le confinement. Il y a une étude qui a été réalisée en France, puis on dénote notamment une prise de poids moyenne pour 68 des Français d'à peu près 5 livres. On n'a pas de statistiques similaires au Québec, mais souvent, les motifs de consultation, c'était « j'ai mangé mes émotions ». Et qu'est-ce que ça veut dire, manger ses émotions? Ça veut dire manger parce qu'on est inquiet, parce qu'on souffre d'anxiété, parce que la COVID, ça a créé beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'anxiété aussi, puis on a tendance à manger pour un peu geler l'émotion. Donc, tendance à manger du chocolat, piger dans le pot de Nutella, manger un pot de crème glacée à Häagen-Dazs au complet, un sac de chips au complet et manger ça sans fin réelle. Donc, vraiment, parce que c'est relié à quelque chose qui nous tracasse, là. Bon, écoute, penses-tu à ce moment-là que on dirait qu'on me dit que j'ai des problèmes de caméra, c'est tout l'air, là. Est-ce que tu me vois bien? Non, mais je te vois pas du tout. Tu me vois pas du tout? Non, je te vois pas du tout. Non, OK. on t'entend bien, mais on te voit pas. C'est dommage pour les participants, un si joli visage caché. Bien, écoutez, les participants me connaissent, surtout ceux qui viennent à nos webinaires sur une base régulière. Oui. Alors, ils ont déjà vu mon visage, mais si tu permets, on va continuer. Puis Ben on va y oui, aller avec la période de questions. Isabelle, parfait. est-ce que tu penses que la saison estivale, à ce moment-là, après le confinement de 3 mois de temps, ça va être une période idéale pour se prendre en main puis essayer de reperdre ces livres-là ou ces kilos-là qu'on a pris en trop? Ah, absolument, parce que surtout, on a eu beaucoup de canicules. Aujourd'hui, c'est une journée type. On a envie de manger léger. Et puis, c'est vraiment bien d'alléger son menu aussi parce que de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes qui sont riches en eau, on a besoin d'hydratation, ça fait du bien. Puis je pense que naturellement, les quelques livres qui sont ajoutés durant le confinement vont s'éclipser. Je pense qu'il ne faut pas, Marie-Christine, se donner des objectifs très, très sévères, très, très stricts, qui peuvent faire en sorte qu'on a tendance à décrocher par prendre le poids qu'on pourrait perdre là, temporairement. Donc, allons-y progressivement. Je pense que mon meilleur conseil, c'est vraiment d'accorder aux légumes une large place. Donc, ça veut dire à peu près la moitié de son assiette devrait être composée de légumes. Si c'est le cas, je pense que déjà, c'est un pas dans la bonne direction. Nos producteurs maraîchers ont besoin de nous. Ce n'est pas une saison qui est facile. La COVID a affecté aussi, étant donné qu'ils ont manqué de travailleurs étrangers. Il y a des produits qui sont restés dans les champs. Donc, plus que jamais d'acheter local, je pense que c'est important. Puis d'acheter des fruits et légumes d'ici. Les fraises sont succulentes. Les laitues sont sorties. Les épinards. J'étais chez un producteur de fines herbes récemment. Donc, c'est l'abondance dans nos marchés. Puis, il faut en profiter. Puis, je dirais de diminuer sa consommation de sucre aussi parce que durant le confinement, c'était
super réconfortant de manger des desserts sucrés, des collations sucrées, ça fait du bien, mais là, c'est une bonne période pour se dire, ben, peut-être le sucre naturel des fruits, justement, on termine le repas avec des fraises, pas besoin des noyer dans le sirop d'érable, juste le sucre de la fraise, c'est parfait pour un dessert. C'est bien ça. Euh, très, très bien. J'ai une question pour toi. Mhm. Je mange beaucoup moins l'été, puis surtout quand il fait chaud. Oui. Pourtant, je ne perds pas mes livres en trop. Pourquoi? Bon, ben, des fois, il y a des petites erreurs qu'on fait. Par exemple, on mange moins, mais est-ce qu'on boit plus d'alcool ou est-ce qu'on boit plus de jus ou de boissons qui contiennent des calories? Donc, parfois, on a l'impression de moins manger. Et quand on regarde, les nutritionnistes analysent le journal alimentaire, donc tout ce qu'on mange et qu'on boit dans une journée. Puis finalement, on se rend compte que souvent, ben, il y a 2 petits verres de vin de plus rosé le soir qu'on prenait peut-être pas l'hiver. Ah, on vient de s'ajouter 220 calories. Donc, et des fois, on a l'impression de moins manger parce qu'on mange une salade repas, mais j'ai justement analysé les salades repas dans les restaurants, puis souvent, il y a 1000 calories dans la salade. Il y a beaucoup de vinaigrette, il y a des croûtons. Donc oui, on a l'impression que c'est léger, mais côté calories, finalement, parfois, c'est l'équivalent. Et on rappelle que dans une journée, c'est vraiment la somme des calories qu'on consomme, donc autant solides que liquides, là, qui font la balance énergétique. Il y en a qui vont diminuer l'entraînement physique l'été, d'autres, c'est l'inverse. Donc, ils vont se dire, ben, durant l'été, je ne vais pas au gym parce qu'il fait trop beau. Donc, ils vont prendre des marches peut-être à l'extérieur, mais une marche qui n'est pas d'un pas assez relevé. Donc, l'intensité, elle est plus faible, donc une dépense énergétique qui est moindre. Donc, tous ces facteurs-là peuvent expliquer qu'il n'y a pas de perte de poids, là, malgré qu'on a l'impression de moins manger. D'accord. Mm. Euh, j'ai déjà entendu parler d'un régime qui existe où finalement, tu ne devrais pas mélanger tes protéines avec des féculents Mm. et le contraire. En d'autres mots, si tu manges, exemple, un poulet, tu vas l'accompagner de légumes, d'une Mhm. salade. Si tu manges des pommes de terre, ben, tu peux l'accompagner de légumes et d'une salade, mais on ne mélangera pas poulet, pommes de terre, et etc. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est Oui, vrai? absolument. Et ça, c'est drôle parce que c'est une croyance. En fait, ça circulait beaucoup il y a une vingtaine d'années, les combinaisons alimentaires. Et Montignac a contribué à ça, du moins dans ses premiers livres. Et là, je parle d'il y a 20 ans. Et il y en a qui ont encore cette impression-là qu'il faut dissocier les aliments. En fait, pas du tout. Ça fait aucune différence. C'est vraiment le bilan calorique total de la journée. Et d'ailleurs, dans le guide alimentaire qui a été lancé là, il y a 1 an et demi, ce qu'on propose dans l'assiette équilibrée, c'est vraiment la moitié de l'assiette en légumes, le quart en féculents et le quart en protéines, en mettant de l'avant la protéine végétale le plus possible. Donc, on n'est pas du tout dans une viande légumes ou féculents légumes. Donc, on peut manger de tout, mais il faut penser que la viande et le féculent, là, ce sont des accompagnements. Il faut penser que notre repas principal, ce sont les légumes. On a tendance au Québec, surtout avec la belle saison puis le barbecue, de faire une grosse pièce de viande et puis de se dire, bon, ben voilà, puis je prends un petit peu de légumes puis beaucoup de patates à côté. Il faut inverser les proportions. La pompe de main, là, c'est notre portion de viande. C'est parfait. Et d'autant plus que la viande rouge, on le sait, est potentiellement cancérigène. Il ne faut pas en manger trop. Puis l'été, je trouve que c'est redondant toujours sur le grill de faire toujours de la viande rouge puis des hamburgers. Ça vaut la peine de faire du poulet, du poisson, des brochettes de crevettes et d'aller ailleurs aussi. D'accord. On va rester toujours un petit peu dans les livres en trop et puis certains aliments qu'on pourrait remplacer par autre chose avant de passer là, vraiment à la saison estivale. Mhm. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'on va amener notre système digestif à travailler plus fort si on mange, exemple, une orange versus boire un jus d'orange?
Ah oui, ben nous, on préfère de loin le fruit parce que dans le fruit, bon, on a davantage de fibres, si bien qu'effectivement, l'absorption du sucre, elle est ralentie. Si je prends un jus d'orange, d'ailleurs, c'est un truc pour les diabétiques, si je me retrouve en hypoglycémie, j'ai une glycémie en bas de 4, par exemple, je commence à pas me sentir bien, je prends un jus d'orange, le sucre va être absorbé rapidement parce qu'on n'a pas les fibres qui vont ralentir le métabolisme du sucre. Dans le fruit entier, ben, l'absorption du sucre, elle est vraiment plus modérée, elle s'inscrit dans le temps, c'est ce qu'on souhaite. En plus, on a les fibres qui contribuent à la régularité intestinale, les fibres qui pourraient être associées à une prévention du cancer du côlon aussi, qui contribuent à la santé de notre microbiote, donc les micro-organismes qui logent dans notre intestin. Donc, vraiment, le fruit, absolument d'abord. Et le jus, très peu. Même pour les enfants, la Société canadienne de pédiatrie propose de ne pas consommer plus que 125 millilitres de jus par jour pour les enfants. Donc, il faut y penser. Si on a déjà une petite boîte de jus Tetra Pak, c'est déjà 200 millilitres. Alors, c'est déjà un petit peu plus que le maximum comme professionnel de la santé qu'on recommande. Donc, le moins de jus possible, buvez de l'eau et mangez vos fruits. Très bien. J'aimerais rappeler aux participants là, que vous avez une icône qui s'appelle QA, qui est au bas de votre écran. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On va y répondre en direct. Oui. On poursuit, Isabelle. Ici, on parle de remplacement. Il y en a qui n'aiment pas nécessairement les produits laitiers. Évidemment, on parle de personnes peut-être un petit peu plus âgées qui ne sont pas certaines si elles ont l'apport suffisant de calcium. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer les produits laitiers pour aller chercher le calcium nécessaire là, pour nos os? Oui, c'est une bonne question parce que maintenant, les produits laitiers sont plus intégrés au guide alimentaire canadien. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont mauvais? Non, parce que c'est une source intéressante de calcium. C'est sûr qu'il y a des études qui ont démontré que quand on prend beaucoup, beaucoup de calcium, 1 litre de lait par jour, il y aurait une corrélation avec le cancer de la prostate. Donc, on ne veut pas des doses massives, mais de prendre un verre de lait par jour, c'est tout à fait correct. Il y a beaucoup, beaucoup d'alternatives sur le marché pour les gens qui sont sur un régime végétalien, par exemple, pour les gens qui sont intolérants au lactose aussi. Donc, on a des boissons de soya qui sont enrichies en calcium, vitamine D. C'est une bonne alternative. Le soya contient des phytoestrogènes, donc des molécules qui se comportent comme de faibles estrogènes et qui auraient une action positive préventive contre le cancer du sein et de la prostate aussi. Donc, la boisson de soya, j'aime beaucoup, surtout qu'elle est protéinée. On va aller chercher un 600 grammes de protéines dans notre boisson de soya, ce qui est très positif par rapport à une boisson d'amande, par exemple, qui a peut-être 1 ou 2 grammes de protéines. Donc, on veut beaucoup de protéines parce qu'on se rend compte qu'on a tendance à prendre énormément de protéines le soir, très peu le matin et le midi. Donc, de bien équilibrer les protéines la journée, ça contribue à conserver la masse musculaire qui a tendance à fondre en vieillissant. Pour le calcium, donc, on a les boissons de soya, on a du tofu qui est coagulé avec un sel de calcium. Donc, les végétariens connaissent le tofu ferme et ça c'est une source intéressante de calcium aussi. On a les légumes verts comme le chou kale, le brocoli qui apporte du calcium, les amandes aussi qui apportent beaucoup de calcium. Donc, tout ça ensemble, finalement, fait en sorte qu'on arrive à combler les besoins, mais sans lait ou boisson végétale, c'est difficile d'arriver à... Si on ne prend pas de lait, si on ne prend pas de fromage, si on ne prend pas de yogourt, c'est difficile de rencontrer les besoins en calcium. C'est pour ça que la boisson végétale enrichie, c'est un bon substitut. Très bien. On a une question d'un participant. Puis, on va en venir un petit peu au traitement, si tu permets. Puis, elle a 2 volets, cette question-là. Le premier volet, c'est un patient qui va débuter bientôt des séances de radiothérapie externe. Et puis, il a reçu une note préparatoire en lui demandant de vraiment suivre un régime sans résidus.
Mm. Puis, il essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, un régime sans Oui, limite. On lui a dit rapidement, là, ben, c'est un régime là, très faible en fibres. oui. Alors, est-ce que tu pourrais commenter? Très bonne question parce qu'effectivement, c'est à peu près l'inverse de ce qu'on recommande d'habitude. Hein? Fait que c'est pas facile à adopter parce que comme professionnel de la santé, on dit bon, les fibres contribuent à la santé, mais les fibres, ça peut donner des ballonnements aussi, des mouvements de l'intestin qu'on veut pas pendant un traitement de radiothérapie, hein? Parce que quand on veut bien cibler au niveau de la tumeur, ben il faut pas avoir de mouvement de l'intestin. Donc, faible en fibres, normalement, on conseille de manger 25 à 35 grammes de fibres par jour. Là, ce qu'on cherche, c'est un menu journalier qui va apporter 10, 12, 13 grammes de fibres par jour. Donc, on exclut les aliments qui sont riches en fibres, puis les aliments gazogènes aussi, qui vont donner des gaz, donc qui vont faire gonfler au niveau du ventre, au niveau de l'intestin. Donc, 10 à 12 grammes de fibres, ça implique qu'on va manger du riz blanc, du pain blanc, des pommes de terre sans la pleure. Donc, on y va vraiment, vraiment vers les grains raffinés. On exclut les légumineuses. On exclut les noix, les graines. C'est pas le moment de manger de la graine de lin, de la graine de chia, même si vous aviez l'habitude de le faire. C'est pas le moment de manger un chili végé non plus. Donc, on exclut ça. On va prendre des fruits qui sont pelés. Par exemple, on va prendre la pomme, mais on va enlever la pleure. On peut manger l'orange quand même, on peut manger la banane, il y a des fruits qui ont moins de fibres, mais on exclut vraiment la pleure et des fruits cuits, ça c'est parfait, des compotes de pommes, des compotes de poires, ça va très bien. Même chose pour les légumes, on va y aller avec des légumes qui sont cuits, plus que les crudités, puis on va y aller, on peut y aller avec des légumes surgelés aussi, mais bien cuits, ramollir les fibres. Et ça, on fait ça temporairement. Évidemment, ce n'est pas un régime qu'on recommande à vie. Hein. On recommande ça pendant les traitements. On recommande ce régime-là si on a beaucoup de présence de diarrhée durant des traitements. Mais sinon, c'est sûr qu'un régime riche en fibres est beaucoup plus santé à long terme, évidemment. OK. Puis le deuxième volet de cette question-là, puis ça, on a souvent ces questions-là sur notre ligne 1855, Isabelle, c'est Oui. après un traitement de radiothérapie, on va voir des changements au niveau de nos intestins, on va avoir des troubles intestinaux. Puis à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut, bon, il peut y avoir de la diarrhée, il peut y avoir toutes sortes de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais il y a définitivement un changement intestinal. Y a-t-il des aliments qui pourraient faire en sorte que on ralentit les visites à la salle de bain, Ouais. tu sais, qui va faire en sorte que finalement, on va avoir peut-être un meilleur contrôle de notre transit intestinal. Y a-t-il Oui. quelque chose que tu... Bien, en fait, il y a une diète qu'on applique pour le syndrome de l'intestin irritable qui s'appelle la diète FODMAP, F-O-D-M-A-P. Il y a un livre qui a été publié sur le sujet. C'est une diète, justement, où on n'a pas d'aliments gazogènes, donc toute la famille des choux, l'ail, l'oignon. Donc, c'est une diète qui est faible en résidus et en fibres aussi. Donc, ça va vraiment faciliter la digestion chez les gens qui ont une prédominance diarrhée. Si c'est constipation, évidemment, c'est autre chose. On peut travailler avec des probiotiques. Je pense au yogourt Activia, par exemple, qui peut donner un coup de pouce aussi. Il y a le supplément Align pour le syndrome de l'intestin irritable qui peut réguler aussi. Mais la diète FODMAP, vraiment, il y a plein d'informations sur ce régime-là. Puis autant c'est pour le syndrome de l'intestin irritable, autant ça peut pallier aux effets secondaires qui sont reliés au traitement. Là. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que ça va faire partie du résumé. Bon, tant mieux. Une question qui revient souvent, c'est à propos des sucres. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire que, ben, finalement, le miel puis le sirop d'érable, c'est meilleur que le sucre raffiné. Il y a peut-être une question de quantité aussi là-dedans là, qu'il faudrait aborder. On a Oui. peut-être tendance à utiliser beaucoup de miel, beaucoup de sirop d'érable, puis finalement, ça donne le même effet que du sucre Oui, raffiné. ben j'adore la nuance parce qu'en fait, oui, on aime le local, on aime le goût, on s'entend. Il y a un petit avantage nutritionnel en termes de vitamines, entre autres dans le sirop d'érable, on a aussi des minéraux, on a des antioxydants, mais dans les quantités
qu'on doit surveiller pour la consommation, ça reste un sucre concentré. L'apport en vitamines minéraux est vraiment négligeable. Donc, c'est vraiment, je pense que l'atout principal, c'est vraiment parce que ça fait partie du manger local. De là à dire que c'est meilleur pour la santé aux quantités qu'on ne devrait pas dépasser. Pas vraiment, ça reste un sucre concentré qui fait grimper la glycémie. Je rappelle que l'Organisation mondiale de la santé suggère de ne pas dépasser 6 à 12 cuillerées à thé de sucre ajouté par jour. Un yogourt aux fruits, c'est déjà 2 à 3 cuillerées à thé. Donc, je suis déjà grosso modo à la moitié ou au quart de l'apport maximal pour la journée. Puis, je n'ai pas mangé de brownie, je n'ai pas mangé de crème glacée. Donc, ça monte très, très vite. Donc, on se désensibilise au sucre. Hein. Moins on en mange, moins on a le goût d'en manger. Donc, j'invite à diminuer progressivement sa consommation de sucre et ça peut faire une différence. Par exemple, j'ai l'habitude de mettre un sucre dans mon café ou 2 sucres, je diminue à 1 puis un demi-sachet et tranquillement, je prends mon café noir ou mon café au lait. Là. Très bien. On a une question d'un participant. Il est végétarien, ne prend pas d'alcool, marche 12 à 15 km par jour, mais il est incapable de perdre sa graisse abdominale. Puis il voulait savoir, est-ce que c'est parce qu'il a 55 ans? Est-ce qu'en prenant de l'âge, ça devient plus difficile? Qu'est-ce qu'il peut faire pour… C'est sûr qu'en vieillissant, le métabolisme ralentit. Hein? Donc, on brûle moins de calories au repos. Vous êtes très actif, bravo, c'est énorme comme marche quotidienne. À la marche quotidienne, je m'assurais d'avoir des intervalles d'intensité. Donc, ça serait plus efficace, par exemple, de marcher un 5 km avec des périodes de course d'1 minute pour élever le rythme cardiaque que de marcher lentement 10 km. Comme ça, on va brûler davantage. Il faut faire un petit peu de musculation aussi parce que plus on a de masse maigre, plus on a de muscle, plus le métabolisme va être actif. Souvent, on est végétarien, mais on mange quand même beaucoup de calories. Je sais, j'ai été végétarienne longtemps. Il y a une base glucidique importante, beaucoup de quinoa, des pâtes, des légumineuses. Donc, on a quand même beaucoup de glucides. Les calories montent rapidement. Et quand on regarde un menu végétarien, c'est pas nécessairement moins calorique qu'un menu omnivore. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder le contenu de son assiette aussi. Bon, on n'a pas d'alcool, donc on évite tout de suite les calories dans l'alcool, mais il y a des desserts végétariens ou véganes décadents qui ont 500 calories la portion. Là. Donc, je vous inviterais à rencontrer un ou une nutritionniste pour faire le point vraiment sur vos apports et puis s'assurer que le bilan énergétique ne dépasse pas vos besoins en fonction de votre activité physique. Là. 1 ou 2 rencontres juste pour faire le point. Puis je pense que ça contribuerait à retourner en processus de perte de poids à raison d'1 à 2 livres par semaine. Là. OK, très bien. J'ai une autre question. Cette fois-ci, c'est un cycliste. Il dit, je fais beaucoup de vélo. Puis quelle barre tendre me suggérez-vous, Isabelle, pour que je puisse garder mon niveau d'énergie? Oui, parce que là, avant le vélo, la nutrition sportive, 3-4 heures avant l'activité physique, on veut des glucides lents. Donc, ça dépend à quelle heure on fait le vélo. Si, par exemple, je déjeune à 6 heures du matin, je peux me permettre de prendre un gruyot overnight ou un gruyot, un bol de céréales, des rôtis. Pas trop de gras. Le gras va entraver la performance sportive. Donc, on y va avec ça, puis on peut mettre des protéines. Mais plus je me rapproche de l'activité physique, dans l'heure qui précède, là, on est vraiment dans des glucides d'absorption rapide. Donc là, on y va vraiment vers une salade de fruits, par exemple, et quelque chose qui va s'absorber métaboliquement rapidement. Je pars en activité physique. C'est ça que je fais une durée de plus d'1 heure. L'eau seule ne suffit pas. Donc, à ce moment-là, je vais rajouter une boisson de type Gatorade qui pourrait être une boisson maison, un mélange de jus d'orange, d'eau et une pincée de sel. Surtout si on fait du vélo là, en canicule, là, ça prend des électrolytes, du potassium dans le jus d'orange et du sodium là, avec un huitième de cuillère à thé de sel, par exemple. Là, au bout d'1 heure et demie, mon corps commence à avoir besoin d'un petit peu plus de carburant. Je vais y aller avec une barre tendre qui apporte essentiellement des glucides d'absorption rapide. Donc, les barres aux figues, par exemple, ça, c'est une bonne idée. La figue, c'est un fruit séché. Il y a beaucoup de sucre naturel qui est absorbé rapidement. Donc, ça sera un très bon choix. Je ne veux pas trop de gras.
Donc, je veux pas une barre qui a beaucoup d'amandes, qui a les barres Kind, par exemple, qui a beaucoup de noix, parce que le gras dans les noix vont ralentir et ça prend trop d'énergie au niveau du métabolisme. Donc, j'irais vraiment vers une barre glucidique avec des fruits séchés sans noix. Ça serait vraiment l'idéal. On essaie d'aller chercher à peu près une barre qui apporte entre 15 et 30 grammes de glucides. J'aime beaucoup les chronobars. Chronobars, c'est des barres qui sont conçues pour les sportifs. Il y en a au IGA, entre autres. Et ces barres-là, on peut l'acheter en ligne. C'est des barres à base de purée de dattes. Donc, la date est métabolisée rapidement. Et ils font une barre avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Donc, après l'effort, c'est la barre avec 20 grammes de protéines. Et pendant et avant, c'est des barres essentiellement glucidiques. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça donne le coup d'envol, vu qu'on parle de vélo, Oui. distance, énergie. On va y aller avec justement là, notre saison estivale. On est en pleine canicule. Je pense que c'est la 4e. Qu'est-ce qu'on devrait boire pendant une canicule? Quelle quantité? Et puis, qu'est-ce qu'on entend par liquide? Ah, ça, c'est bon. Bien, nos besoins, là, c'est à peu près 2,5 litres par jour, mais ça inclut l'eau qu'on retrouve naturellement dans les aliments. Hein. Notre corps est constitué d'eau. On doit absolument boire suffisamment. C'est un des problèmes chez les personnes âgées qui ont perdu le sentiment de soif. Donc, moi, je dirais à peu près 1,5 litres de liquide. Et les liquides incluent l'eau, le lait, les boissons de soya. Même le thé et le café en dose modérée, là, ça contribue à l'hydratation, à peu près 2 cafés par jour. Au-delà de ça, ça déshydrate. Donc, une dose de caféine qui contribue très bien à l'hydratation, mais au-delà de ça, ça déshydrate. Donc, je dirais oui, le café, le thé glacé maison sans sucre ajouté. La soupe, ça contribue à l'hydratation. On prend moins de soupe l'été. Une gazpacho, ça hydrate beaucoup. Le melon d'eau, le céleri, il y a des légumes, la tomate qui ont beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, 1,5 à 2 litres, un peu plus si on fait du sport, évidemment, comme l'exemple du cycliste qui nous a posé une question. On traîne avec ça sa bouteille d'eau. Hein, on essaie de boire à peu près 500 millilitres à l'heure, mais encore là, il y a des nouvelles données en nutrition sportive qui est beaucoup sur l'hydratation intuitive. Donc, on est très à l'écoute de notre sensation, comment on sent notre performance et de boire régulièrement des petites gorgées. Et l'alcool, malheureusement, ne contribue pas à l'hydratation. Une bière, on dit que ça rafraîchit, je comprends, mais c'est diurétique. Donc, l'alcool est diurétique. Donc, que ce soit un verre de vin blanc, un rosé, un mousseux ou une bière, ça ne compte pas dans le 1,5 litres qu'il faut boire, là. D'accord. Tu as abordé justement certains aliments qu'on peut privilégier là, quand il fait chaud. Est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut élaborer sur justement ces aliments-là, puis peut-être en même temps enchaîner sur quelques idées de repas là, autres qu'une salade, là. Vraiment en période de canicule. Bien, en période de canicule, moi, je dirais, on pourrait commencer le matin, par exemple, par un beau bol de fraises avec du fromage cottage, une demi-tasse, c'est 14 grammes de protéines. C'est un fromage frais, donc il y a quand même une belle hydratation. Et on prend, c'est ça, les fruits avec ça, puis on pourrait mettre un petit granola maison, un petit peu d'avoine, la graine de chia. Il y en a qui mettent ça dans le cottage. Sinon, on peut y aller avec un bol de yogourt grec, un smoothie bowl avec des fruits, du yogourt grec et plusieurs graines, encore une fois, qui serait un bon choix. Ça peut être un gruau overnight qu'on fait cuire la veille, qu'on mange froid aussi, si on a envie de manger froid. Ensuite, en collation, encore là, des crudités, on veut faire le plein d'eau, donc des concombres libanais, ça peut être des
tomates cerises. Ça fait partie d'une bonne collation avec une petite poignée de noix parce qu'on combine glucides et protéines. Le midi, on peut y aller, évidemment, un des 2 repas de la journée, ça pourrait très bien être une salade avec une boîte de thon complète ou des œufs cuits durs ou du tofu mariné qu'on a fait cuire la veille sur le barbecue pour ajouter une petite croûte qu'on aime bien. Et on pourrait prendre justement une compote en dessert ou un laitage. L'après-midi, autre collation à base encore de fruits ou de légumes avec du fromage, ça serait parfait. Et le soir, pourquoi pas profiter du barbecue pour faire des beaux légumes en papillote avec un poisson, un saumon, par exemple, sur un nid de fenouil avec des câbles, de l'huile d'olive, du zeste de citron, avec une belle salade de quinoa aux agrumes, par exemple. Ça serait un genre de menu super santé. Et puis, en dessert, on peut même faire griller des pêches sur le barbecue. Puis, est-ce qu'on veut une petite crème glacée? De temps en temps, hein, pourquoi pas? Une petite boule de glace, une demi-tasse sur des pêches grillées. C'est vraiment savoureux. Tu viens d'ouvrir l'appétit de tout le monde, je crois. Là, ça a l'air tellement savoureux. Tant mieux! On va rester encore dans la période de canicule avant de passer au barbecue. Mais la question, c'est est-ce que jeûner avec une eau citronnée est une bonne idée en période de canicule? J'aime l'eau citronnée, j'adore. Faites des limonades maison, mais est-ce que c'est miraculeux? Hein? Il y a une grosse vague de gens qui prenaient de l'eau citronnée le matin pensant maigrir ou autre. Il n'y a absolument rien de miraculeux là-dedans. Donc, si ça contribue à vous faire boire davantage parce que vous aimez le goût du citron, magnifique. Mais sinon, pour dire que c'est particulièrement gagnant en canicule, pas plus que de l'eau non aromatisée. D'ailleurs, ça me fait penser, quand vous buvez de l'eau, évitez de mettre des aromatiseurs d'eau de type Nestea, Mio et compagnie, parce que, comme vous voyez, la couleur très prenante, là, c'est vraiment du colorant. Et dedans, on a soit du stevia, soit de l'aspartame, soit du sucralose. Donc, on a des faux sucres. Et les faux sucres, j'ai toujours été contre. Ça entretient le goût du sucre. Ça joue sur le microbiote, donc notre flore intestinale, ce qu'on ne veut pas. Ça peut jouer défavorablement, donc alterner un petit peu, disons, nuire aux bons micro-organismes qui sont dans notre intestin. Fait qu'essayez de mettre plus des glaçons avec des feuilles de menthe, des tranches de concombre ou encore de faire des glaçons avec des fraises ou de mettre des tranches d'orange. Il y a tellement de recettes maintenant, on peut y aller même avec du basilic, du romarin pour donner un petit goût pour les gens qui sont plus audacieux. Très bien. On sait évidemment qu'il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes qui sont disponibles là, en été. Il y a les fruiteries là, qui sont ouvertes. Est-ce qu'on les produits bio, est-ce que les produits bio l'emportent sur les produits qui ne sont pas bio? Est-ce qu'il y a un mythe derrière ça? Est-ce que Bien, je dirais le plus important, Marie-Christine, c'est que c'est de manger des fruits et légumes en abondance. Et disons, les bénéfices dépassent largement les risques qui sont associés aux résidus de pesticides qu'on va retrouver dans les fruits et dans les légumes. Fait que manger le plus possible, c'est en prévention du cancer, mais même des maladies cardiovasculaires. Donc, on parle de 7 à 10 portions par jour, la moitié de son assiette midi et soir, des fruits, des légumes en collation. Laver vraiment et brosser vos fruits, vos légumes. Je vois souvent des gens manger sans prendre le temps de laver les produits. Là, avec la COVID, les gens ont commencé à laver un peu plus pour au moins libérer les résidus en surface. Mais c'est sûr que dans la chair, il y a quand même des résidus de pesticides. On pourrait peler les fruits et légumes, on aurait moins de pesticides, mais on enlève les précieuses fibres. Donc, ce n'est pas gagnant non plus. Donc, dites-vous que les avantages sont nombreux, vraiment, d'en manger plus. Si vous êtes particulièrement sensible, je pense les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes au système immunitaire affaibli, on peut aussi, il y a un organisme qui publie chaque année la liste on appelle Dirty Dozen
Dozen, c'est les 12 fruits et légumes les plus contaminés aux résidus de pesticides. Et là, il y a une liste qui est publiée en avril chaque année. On peut prendre cette liste-là et se dire, bon, pour ces aliments-là, je vais peut-être prendre les aliments bio. Mais en même temps, dites-vous qu'aliments bio ne veut pas dire zéro résidu de pesticides parce que les pesticides sont aéroportés. Donc, quand on analyse une fraise biologique, il y en a quand même des résidus. Oui, il y en a moins, mais il y en a quand même. Moi, personnellement, je mange un peu bio, mais vraiment pas 100% bio. Moi, je vais privilégier l'achat local de saison, connaître mon producteur, aller chercher mes fraises quand on peut, au fait d'acheter quelque chose de biologique. D'accord. Mm. On va passer, on va passer au barbecue, justement. Mm-hmm. Une des questions qu'on a, c'est est-ce que c'est vrai que plus la viande est brune et carbonisée, plus sont les risques de formation de substances cancérigènes? Oui, malheureusement, c'est ça qu'on fait un peu carboniser la viande, là, quand il y a du gras, surtout les viandes plus grasses, avec les flammes qui vont carboniser la viande, ça génère des amines hétérocycliques qui sont cancérigènes. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on mange une fois un steak brûlé, on va avoir le cancer, pas du tout. Mais l'exposition fréquente peut augmenter le risque. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on privilégie des viandes maigres. On tente de mariner aussi les produits parce qu'il y a des études qui montrent qu'avec la marinade, ça peut réduire la formation, ça protège la viande et ça pourrait réduire la formation de composantes cancérigènes. Donc, ça peut être un petit truc. Un autre petit truc, c'est manger une abondance de légumes qui contiennent des antioxydants avec sa viande pour diminuer le risque de formation de radicaux libres, là, qui sont des molécules instables qui peuvent augmenter aussi le risque de cancer. Mais en prenant une viande maigre, en faisant précuire, par exemple, les saucisses, les viandes plus grasses avant de le mettre sur le barbecue, en évitant de piquer la viande pour que justement le gras coule et génère encore plus de flammes, ça permet de minimiser son risque. Et puis, je dirais, le barbecue, tu sais, pas manger des hamburgers barbecue tous les jours non plus, là. Donc, d'alterner avec des viandes plus maigres comme du poulet, comme du poisson, là, qui vont générer beaucoup moins de composantes et d'amines hétérocycliques. Très bien. Petite question, est-ce que c'est mieux de manger des légumes crus ou des légumes cuits? En fait, les deux, parce que je pense au lycopène, hein, lycopène qui est une composante antioxydante de la famille des caroténoïdes qui diminue le risque de cancer de la prostate. Quand la tomate, elle est cuite, quand la tomate, on a une source de gras comme de l'huile d'olive, le lycopène est mieux métabolisé. Donc, une sauce tomate, dans ce cas-là, ça serait mieux. D'autres légumes crus, là, au niveau des fibres qui sont moins attendries, on va avoir parfois plus de fibres. On va avoir, c'est intéressant parce qu'en termes de perte vitaminique aussi, quand on prend le légume cru, quand un légume est exposé à la chaleur ou à l'eau, par exemple, on fait cuire un chou dans beaucoup d'eau, mais il va y avoir une perte de vitamine C importante dans l'eau de cuisson. La chaleur peut affecter un petit peu les vitamines, surtout la vitamine C. Donc, je dirais un mix des deux parce qu'il faut tellement manger beaucoup de légumes dans notre journée, aussi bien faire un mix des deux pour pas que ça soit redondant. Donc, des crudités en collation et puis des légumes cuits, peut-être ou une salade le midi, des légumes cuits le soir. Évidemment, si on a un régime qui est faible en résidus, on va aller davantage vers le légume cuit, qui va être plus facile et plus digeste là, à digérer que les crudités. Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait la même chose pour quelqu'un qui a eu, à titre d'exemple, une radiothérapie externe puis qui a des troubles intestinaux? Est-ce que les légumes crus à ce moment-là seraient peut-être un petit peu plus favorisés par rapport aux légumes? Si on a des troubles de constipation, là, c'est sûr qu'on intègre des crudités et des graines des noix. Si on a tendance diarrhée, c'est sûr que là, de façon temporaire, on peut un petit peu freiner notre consommation de crudités pour y aller avec des légumes qui sont plus digestes, là, justement des légumes cuits.
des légumes tendres. Ça va être plus facile à digérer. OK. On a parlé des viandes carbonisées sur le Mm. barbecue. Est-ce qu'on peut avoir le même phénomène avec des légumes qui sont carbonisés sur le barbecue en termes de substances cancérigènes? Non, ça ne va pas générer d'amines hétérocycliques. Donc, regarde, c'est peut-être un peu moins bon, quoique moi, j'aime beaucoup mon poivron, là, mais j'enlève la pleure après, hein, qu'on fait Oui. carboniser, puis qu'après ça, la peau s'enlève, et ça devient très digeste. On enlève la peau du poivron. Poivron rouge grillé, c'est délicieux. Donc, dans le cas des légumes, ça ne génère pas des composantes qui sont nocives. Et donc, faites le plein de légumes, c'est ma suggestion, grillé directement ou encore en papillote. OK. Euh, le, euh, quel est l'ingrédient essentiel d'une marinade? D'une marinade, bonne marinade Oui. saine. Bien, une bonne marinade, c'est 3 ingrédients. C'est un élément acide, donc on peut y aller vers, ça peut être même un yogourt, un jus d'agrumes, du jus de citron, vinaigre, peu importe, un élément acide qui va attendrir la viande. Une composante, un corps gras, donc de l'huile d'olive, de l'huile de canola, de l'huile de sésame. Avec les poissons, c'est magnifique. Et une composante aromatique, donc de la citronnelle, du gingembre, des fines herbes, piment de Cayenne. Donc, c'est vraiment 3 ingrédients ensemble réunis qui vont permettre de conférer beaucoup de saveur à la viande et beaucoup de tendreté aussi. OK. J'ai une question. On retourne un petit peu dans le monde sportif. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe que de prendre 20 minutes avant une session de musculation, euh, justement du lait au chocolat protéiné, Mm. et que ça va contribuer à notre musculation? En fait, les recherches, c'est drôle parce que la collation post-entraînement, les données scientifiques ont beaucoup évolué au cours de la dernière année. On se rend compte que quand on fait un entraînement, de prendre dans les 20 minutes qui suivent l'entraînement une collation qui combine glucides et protéines comme le lait au chocolat, c'est pas nécessaire pour la plupart des gens. Quelqu'un, par exemple, qui aurait 2 entraînements par jour, on parle des athlètes, oui, là, c'est nécessaire parce qu'on veut refaire les réserves de glycogène et réparer les fibres musculaires qui ont été affectées par l'activité physique. Par contre, pour les autres, si moi je fais du tapis roulant, relax, pas besoin de me taper un petit lait au chocolat après qui va apporter un 300 calories, puis je viens de dépenser 150 sur le tapis roulant. Ça peut expliquer pourquoi les gens commencent à faire du sport et gagnent du poids au lieu d'en perdre. Hein. Ils prennent une collation avant, une collation après, puis finalement, le bilan calorique reste positif. Quand on est en musculation, là, si je veux un gain musculaire et je fais des exercices d'hypertrophie musculaire, c'est différent. Dans la fenêtre de 30 minutes qui suit l'arrêt de l'entraînement, j'ai besoin d'aller chercher 20 grammes de protéines et avec des glucides, parce que les glucides vont amener une sécrétion d'insuline et l'insuline va favoriser au niveau de la synthèse musculaire l'absorption des protéines. Donc, le lait au chocolat ou encore mieux des laits conçus post-entraînement qui apportent un petit peu plus de protéines que le lait au chocolat, donc ils ont 20-26 grammes de protéines. Et ça, oui, ça peut être recommandé, surtout la protéine de petit lait qu'on appelle whey protein a des fonctions anaboliques qui sont supérieures à la protéine de soya. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on va recommander un produit post-entraînement. Très bien. Merci. J'ai une question de la part d'un patient. Je suis sous hormonothérapie. Je mange la même chose qu'à l'habitude, mais je prends du poids. Puis, est-ce que c'est à cause de mon traitement? Puis, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter cette hausse de poids? Effectivement, avec la chute d'hormones testostérone, il y a souvent un gain de poids, une fonte musculaire, même un début d'ostéoporose. Les os deviennent plus fragiles.
Ce qu'on fait, là, c'est vraiment revoir le contenu de son assiette parce que c'est vraiment la cause hormonale qui est la cause du gain de poids. Effectivement, c'est pas parce qu'on mange plus, c'est pas parce qu'on a des fringales. Et il faut adapter l'alimentation pour essayer d'aller couper 500 calories dans le quotidien. Donc, c'est vrai qu'il faut moduler, ne plus nécessairement manger exactement la même chose. Donc, c'est là que la nutritionniste prend de l'importance parce que en analysant le menu, nous, en tout cas en clinique, on a un système où vraiment le client, le patient prend en photo ses assiettes et on a un logiciel qui permet d'analyser exactement ce que la personne a mangé. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment chouette parce que avant, on prenait, la personne nous disait avoir mangé un macaroni puis estimait la portion. Mais là, avec notre logiciel et la photo, c'est très facile de comprendre les petites erreurs et là où on peut corriger. Donc, on regarde le menu. On calcule, ça donne combien de calories dans la journée et là, on fait des petites modifications. Par exemple, si j'ai mangé des pâtes puis j'avais 3 tasses, bien, on va garder le 3 tasses pour avoir ma satiété, mais on va mettre 2 tasses de pâtes et une tasse de légumes. Donc, je vais rajouter du rapini, des poivrons rouges grillés dans mon assiette de pâtes et ça va faire en sorte finalement que j'ai une assiette qui me convient et je suis rassasiée, mais avec moins de calories. Donc, c'est vraiment d'aller regarder les petits extras. C'est peut-être le verre de lait avec le biscuit au chocolat du soir qu'on va enlever. Donc, juste modifier l'alimentation, s'assurer que les besoins en calcium, en vitamine D soient comblés aussi et s'assurer que les besoins en protéines soient comblés pour minimiser la fonte musculaire qui survient avec la chute hormonale. Isabelle, parle-moi un petit peu là, justement de tes cliniques. Est-ce que, bon, on a eu une période de confinement, on est en déconfinement, peut-être qu'il va y avoir une deuxième vague ou non cet automne. Alors, si les patients ou les autres personnes, les participants qui sont avec nous, ou toute personne qui veut rencontrer puis consulter une nutritionniste, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous le faites par FaceTime, par téléphone? Comment ils ont accès à ton logiciel, justement? Bon, eh oui, ça, c'est vraiment le fun. Bien, nous, on fait, depuis le mois de mars, on fait de la télépratique. Donc, toutes les nutritionnistes qui travaillent pour moi travaillent en télépratique, toutes membres de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. On a 65 cliniques. J'ai un beau partenariat avec Équipe Nutrition. J'ai 65 cliniques à travers la province. Donc, probablement qu'il y en a une dans votre région. Puis pour desservir les grands centres, on a plusieurs cliniques à Montréal, plusieurs à Québec, plusieurs à Laval. Et on peut soit aller rencontrer la nutritionniste en personne, donc avec un masque, on est bien protégé, ou le faire au FaceTime, Skype ou Zoom. Donc, on offre tous les types de télépratiques. Et puis, ben, tous les détails, c'est sur isabelluot.com. On a un numéro 1-800 aussi où on peut prendre rendez-vous directement. Mais de toute façon, quand on va faire le résumé là, du Oui, webinaire, là, on va donner là, toutes c'est parfait. les coordonnées. Isabelle, est-ce que tu penses que les gens ont tendance à ne pas consulter assez une nutritionniste ou est-ce que tu penses qu'ils ne le font pas parce qu'ils ne comprennent pas le rôle important que vous jouez? Oui. Ah, c'est tellement, tellement un bon point parce qu'effectivement, on a l'impression que voir un nutritionniste, c'est juste pour faire une diète. Alors que non, la nutritionniste, on parle de nutrition sportive. On augmente les performances avec l'alimentation. On travaille le syndrome de l'intestin irritable. On travaille bien sûr avec les personnes qui doivent réguler leur glycémie, leur cholestérol, leur tension artérielle. On fait de la nutrition auprès des enfants. On fait de la nutrition pour les gens qui veulent faire un virage végétalien ou végétarien. C'est vraiment, vraiment pour tellement de conditions de santé. Juste les gens qui me disent « je manque d'énergie ». Bien, des fois, juste d'aller valider le menu journalier, ça nous permet d'avoir un regain d'énergie incroyable.
Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'assurances qui couvrent les frais d'un ou d'une nutritionniste. Je pense que ça vaut vraiment la peine de consulter parce que la ménopause avec le gain de poids, tout à l'heure on parlait des traitements hormonaux avec le gain de poids, ça aussi, le gain autour du tour de taille qui survient à la ménopause, le manque d'énergie, l'insomnie, les raisons sont multiples vraiment de consulter un professionnel de la nutrition et ça fait toute la différence. Ben, écoute, Isabelle, ça a été 50 minutes absolument superbe. Je pense Tant que mieux. le mot de la fin, surtout celui-ci, Oui. l'importance de consulter une nutritionniste, là, vient vraiment bien clore le Mhm. webinaire. Part pas tout de suite. Je voulais juste dire aux participants, évidemment, on a besoin de votre opinion. Alors, lorsque vous allez quitter, là, vous allez avoir ce qu'on appelle un petit pop-up vous demandant de compléter un sondage. Ce serait vraiment très, très, très apprécié. Évidemment, j'aimerais remercier là, tous les participants qui ont été avec nous. Mhm. Isabelle, une fois qu'on va avoir le résumé, puis une fois qu'on va avoir évidemment le webinaire, c'est clair qu'on va faire un envoi à toute notre base de données parce que les Parfait. informations que tu donnes, évidemment, ça touche tout le monde, là, pas juste ceux qui ont un cancer de la prostate ou des maladies liées à la prostate. Alors, je voulais te remercier infiniment. Merci, c'est toujours un grand bonheur, Marie-Christine, et puis j'aime m'impliquer avec Procure. Juste comme ça, le petit mot de la fin, est-ce Oui. que finalement, mon problème de caméra aura duré tout le long du webinaire? Ben oui, oui, on t'a jamais vu la binette. Bon, ben, c'est pas grave. Vous allez probablement me voir le 11 août prochain parce que c'est notre prochain webinaire. Justement, ça va être avec l'urologue Malek Meskawi et ça va porter sur l'HBP. Et puis, est-ce qu'on peut la prévenir? Quels sont les facteurs de risque? L'HBP, c'est la prostate volumineuse. Alors, sur ce, je vous laisse. Je te laisse, Isabelle. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Bonnes Oui. vacances. Oui, bonnes vacances, bonne saison estivale. Merci. Merci. Bye bye. Bye.